Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là pour représenter Salto Euromed et donc pour vous parler plus en détail de la labellisation dans le cadre du Corps européen de solidarité. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Oui, je veux continuer. OK, partager. Donc, normalement, vous devez voir ceci. Hop. Voilà, parfait. Je peux vous mettre dans un coin. Hop. Voilà. Alors, moi, je représente du coup Salto Euromed. Donc, Salto, ça signifie Support Advanced Learning and Training Opportunities. Et on va travailler plus dans le cadre du Corps européen de solidarité et aussi d'Erasmus+. Donc, on a plusieurs types d'activités, mais là, le focus va vraiment être sur la labellisation. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement le Corps européen de solidarité, puis les priorités et les objectifs du label. Et ensuite, on va plus rentrer dans les détails du processus de la labellisation et de la manière dont ça se passe. Alors, les objectifs du Corps européen de solidarité, c'est de s'adresser aux jeunes principalement et pour répondre à des défis sociétaux, on va dire, pour former un corps de citoyens et d'organisations qui vont partager les mêmes valeurs et qui veulent du changement. Donc là, c'est un petit extrait du discours de l'État de l'Union qui date de 2016. Le Corps européen de solidarité, il date de 2018. Le Corps européen de solidarité va s'adresser aux jeunes de 18 à 30 ans et aux organisations de jeunesse. Il y a 3 volets principaux: le volontariat, les stages et emplois, et un qui est absent ici, qui concerne les projets de solidarité. L'objectif, donc, comme je l'ai dit, c'est de répondre à des défis sociétaux et d'offrir aux jeunes une opportunité pour apprendre et se former. Il y a beaucoup de thématiques qui vont être présentes. Le cœur, c'est vraiment la solidarité, mais ça va passer par l'éducation, la santé, la jeunesse, l'environnement, la prévention des catastrophes. Il y a énormément de thématiques possibles. Tout ce qui compte, c'est que ça rentre dans le champ de la solidarité, on va dire. Je vais plus précisément vous parler du volontariat, puisque à l'heure actuelle, c'est la seule possibilité qui est ouverte aux pays partenaires de l'Union européenne. Donc, vous avez la possibilité de faire du volontariat individuel qui va permettre aux jeunes de partir pour une période de 2 à 12 mois à l'étranger. Il y a également les équipes de volontaires pour des groupes et qui vont permettre de faire des volontariats sur une période beaucoup plus courte qui va de 2 semaines à 2 mois. Tout ce qui est frais, le logement, la nourriture, l'argent de poche, le transport des participants sont pris en charge par le projet. Donc, pour ce qui concerne le label, le label est obligatoire, c'est vraiment un prérequis pour participer au projet dans le cadre du Corps européen de solidarité. Il va permettre de démontrer la capacité d'une organisation à entreprendre des activités de solidarité en conformité avec les principes et les objectifs du Corps européen de solidarité. Le label qualité ne garantit pas un financement derrière, mais il est la base pour pouvoir ensuite déposer un projet et ensuite peut-être obtenir un financement dans le cadre du Corps européen de solidarité. Donc, dans un premier temps, donc là, on va rentrer dans la partie un petit peu plus technique pour le coup. Il va falloir avoir un compte EU Login qui s'appelait auparavant un compte ECAS. Et donc là, vous aurez le PowerPoint. Il suffit simplement d'aller sur la plateforme dédiée, de renseigner tous les champs qui concernent l'organisation. Et on conseille en général d'utiliser une adresse mail générique, puisque ça permet à la structure d'avoir accès à ce compte n'importe quand, même si la personne qui l'a créé part, etc. Donc, c'est très important d'utiliser une adresse mail générique pour l'association et pas une adresse mail personnelle. Ensuite, une fois que vous avez ce EU Login, c'est ce qui va vous permettre d'accéder à l'ORS. L'ORS, c'est la plateforme d'enregistrement de l'association et c'est ici que vous allez obtenir un OID, donc Organization ID Number. C'est ce numéro-là qui va vous permettre de compléter les formulaires en ligne. C'est vraiment une des toutes premières étapes, donc elle est très importante et il faut, encore une fois, bien le noter et l'avoir complètement en tête. Donc là, ça va être la partie où je vais vous détailler comment on crée un OID, parce que parfois, ça peut être un petit peu compliqué. Dans un premier temps, une fois que vous êtes sur la plateforme, donc le lien est à la slide juste avant, vous devez, dans un premier temps, rechercher pour voir si à l'époque, vous n'aviez pas créé un numéro PIC, puisque maintenant, ça a été remplacé, mais c'est toujours en lien. Donc, si vous avez un numéro PIC créé, vous n'avez pas besoin de créer un OID. Normalement, ça suffit. Vous devez juste retrouver vos codes. Si vous ne le retrouvez pas dans la base de données,
vous cliquez sur Register My Organization. Et ensuite, vous cliquez sur Edit et vous allez pouvoir remplir tous les champs. Vous avez le premier champ qui s'appelle Organization Data, qui va concerner le nom légal de la structure, votre numéro d'enregistrement, votre statut, etc. Par la suite, vous allez devoir remplir l'adresse, la personne de contact et les Authorized Users. Les pictogrammes sont rouges sur le côté et quand vous avez tout bien complété, ils se mettent en vert, donc ça permet de voir que vous n'avez pas oublié un champ obligatoire. Et par la suite, une fois que toutes les étapes sont complétées, vous allez pouvoir cliquer sur Register My Organization. Et là, votre OID est créé. Donc, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir avec votre OID. C'est important de bien le noter, de même que l'adresse mail que vous avez utilisée et les mots de passe. Ça, c'est des choses qui vont vraiment être très, très importantes et qui vont vous servir à chaque fois que vous allez demander un projet ou quelque chose. Ensuite, une fois que cette OID est créée, vous allez devoir ajouter des documents sur la plateforme afin qu'à Salto Euromed, une fois qu'on a reçu votre demande de labellisation, on vérifie le déclaratif et les documents et il faut que tout coïncide parfaitement. Une fois que vous êtes sur l'ORS, une fois que votre OID est créé, vous allez dans la colonne Détails, vous cliquez et ensuite ça va ouvrir les détails sur votre organisation. Vous aurez un onglet Documents et c'est ici qu'il faudra rajouter 5 documents, donc la fiche entité légale, les statuts de votre structure, le document d'assujettissement à la TVA si vous êtes assujetti à la TVA, la fiche d'identification financière et un RIB. Toutes ces informations-là, elles vont nous permettre de vérifier le déclaratif. Vous ne pouvez ajouter qu'un seul document à la fois, donc c'est un petit peu fastidieux. À chaque fois que vous en avez ajouté un, il faut repartir du début pour ajouter tous les documents et à la fin, cliquez sur Update My Organization pour être bien sûr que tous les documents sont bien présents et ont bien été ajoutés à la plateforme. Par la suite, ceci va vous donner accès au formulaire. Donc le formulaire, pour l'instant, il s'appelle ESC52. Donc encore une fois, vous voyez que vous avez le lien dans le PowerPoint. À l'heure actuelle, en tant que pays partenaire, comme je vous l'ai dit, vous pouvez candidater uniquement pour l'envoi et l'accueil de volontaires dans le cadre du Corps européen de solidarité. Pour l'instant, vous ne pouvez pas coordonner de projet et les 2 autres volets ne sont pas encore ouverts. Le formulaire de labellisation, il est accessible toute l'année. Donc cette année-là, c'est jusqu'au 31/12/2020 à midi, si je ne dis pas de bêtises. Et une fois que vous aurez ouvert ce formulaire, vous allez avoir accès à tout ce qui est guidelines qui vont être là pour vous aiguiller dans la réalisation de votre demande de label. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du formulaire. Tout d'abord, vous devez sélectionner FR02 comme agence à qui envoyer le formulaire, puisque le Salto Euromed est accueilli en France. Et que FR01, c'est pour les projets éducation. Et donc là, on est sur de la jeunesse, donc c'est FR02. De manière générale, il faut vraiment répondre très précisément à toutes les questions qui vont vous être posées. Il ne s'agit pas forcément d'écrire énormément, mais de donner des informations pertinentes et d'être très clair. Les évaluateurs, ils vont disposer uniquement de ce que vous leur donnez. Donc, ils auront les informations qui sont présentes dans les formulaires, dans les annexes, si vous donnez un site web. Mais il faut vraiment être super clair parce que c'est la seule base en fait, de travail à l'heure actuelle. Vous devez faire particulièrement attention à la présentation de votre organisation au tout début du formulaire, parce qu'en fait, c'est ce qui va être utilisé sur le PASS. Le PASS, c'est le Placement Administration and Support System. C'est là-dessus que les jeunes vont voir vos associations et essayer de candidater. C'est vraiment l'outil de contractualisation. Donc, c'est très important que cette présentation, elle soit catchy, très claire pour qu'on sache tout de suite ce que vous faites, comment vous le faites et si le jeune a envie de participer à vos projets. Par la suite, vous devez décrire vos expériences passées en lien avec le Corps européen de solidarité. Là, ce qui est intéressant, c'est par exemple si vous avez déjà envoyé ou accueilli des volontaires dans le cadre d'autres programmes. Ça peut être tout à fait intéressant pour nous parce que même si les programmes sont différents, on voit que vous avez déjà géré des mobilités. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et il faut aussi que vous ajoutiez toutes les activités qui peuvent être en lien avec les valeurs du Corps européen de solidarité pour montrer qu'il y a un vrai sens à votre démarche et que ça fait sens et que c'est logique. Ensuite, vous allez devoir présenter vos liens avec la communauté locale et les ressources humaines de votre organisation. Donc là, pareil, il faut être extrêmement précis et expliquer en quoi les personnes que vous avez au sein de votre staff, elles vont être qualifiées pour soutenir le volontaire. Donc, c'est pas juste on est 5 ou 10, c'est vraiment on est des gens super. Non, il faut nous donner
nous donner les moyens de nous rendre compte qu'en effet, les gens sont super, quoi. Ensuite, pour les activités, vous allez devoir nous donner le cadre de ces activités et ainsi que le rôle du volontaire dans ces tâches. Pour nous, c'est important de savoir dans quel cadre vous travaillez, quels sont les ateliers que vous menez, les formations, des clubs, peu importe, mais c'est important pour nous d'avoir le cadre et le rôle du volontaire au sein de ces tâches. Si vous allez planifier, si vous candidatez pour l'accueil de volontaires, ça peut être intéressant d'ajouter un emploi du temps par semaine. Comme ça permettra aux évaluateurs de se faire une idée des possibilités. On sait que tout n'est pas figé puisqu'on ne sait pas encore quel volontaire sera là, vous ne connaissez pas peut-être encore votre partenaire, mais c'est important de savoir quelles activités le volontaire pourrait être amené à accomplir. Par la suite, vous allez devoir décrire votre motivation et votre capacité de gestion de projet. Là, c'est vraiment important de montrer le mode de fonctionnement de votre organisation et tous les aspects pratiques de l'accueil ou de l'envoi du volontaire. Donc, parfois, les questions vont être très génériques, mais entre parenthèses, vous allez avoir des éléments et ça va vous aiguiller pour savoir de quoi on va exactement parler dans cette question. Donc, ça peut être, comme je l'ai mis là, le voyage, le visa, l'assurance, la sécurité. Qu'est-ce que vous allez entreprendre, vous, votre association, pour aider à la mise en place de tous ces aspects-là. Encore une fois, il y a un aspect qui est très important à détailler, surtout si vous postulez à l'accueil de volontaires, ça va être de détailler les aspects qui concernent le logement et le transport. Il y a une question dédiée et ce qui va être important pour nous, c'est de savoir la proximité de l'organisation d'accueil. Est-ce que le lieu où sera hébergé le volontaire est proche ou loin de là où il va mener ses activités? Si c'est loin, comment est-ce qu'il va y aller? Est-ce qu'il y a des commodités, médecins, cliniques, alimentation, etc. Quel type de logement il va y avoir? Et surtout, si vous candidatez pour l'accueil de volontaires long terme ou de volontaires court terme en équipe, le type de logement peut être différent. Donc ça aussi, il faut bien l'indiquer et faire une distinction tout simplement dans le formulaire s'il y a une distinction à faire. Ensuite, la partie suivi et soutien aux volontaires, elle est également très, très importante puisqu'elle va... c'est vraiment là où on va avoir clairement comment est-ce que vous allez organiser au mieux l'accompagnement du volontaire à tous les niveaux, que ça soit administratif, mais le suivi de ses objectifs, quelles tâches vous allez lui donner, etc. Et c'est vraiment cette partie-là qui est très, très importante, qui était très importante à l'époque dans le service volontaire européen. Et donc, comme le Corps européen de solidarité, en tout cas la partie volontariat, c'est presque la même chose, on va dire. Donc, cette partie-là, elle est vraiment extrêmement importante et les évaluateurs le regardent avec beaucoup d'attention. Ensuite, une autre chose très importante, c'est d'être sûr que, bien sûr, ce volontariat ne va pas remplacer le rôle d'un employé, d'une personne permanente, que le volontaire qui arrivera sera toujours accompagné, ne sera pas seul et ne va pas gérer complètement une activité. Donc ça, c'est encore une fois une partie dédiée qui est extrêmement importante et il faut vraiment y avoir réfléchi. L'autre partie, c'est la préparation et le soutien au retour. Parfois, on a tendance un petit peu à le négliger. Si vous postulez pour l'envoi de volontaires à l'étranger, la partie préparation, elle va principalement peser sur l'organisation d'envoi. Et donc, il faut voir si vous avez détaillé clairement tout ce qui est prévu, que ce soit les cours de langue, la prise en compte du choc culturel, des présentations du projet, de l'organisation, du pays d'accueil, etc. Et enfin, quand vous allez récupérer votre volontaire au sortir de sa mobilité, qu'est-ce que vous tous allez faire de ça en fait? Qu'est-ce que l'organisation va en faire et quelle aide elle va apporter au jeune qui est parti pour qu'il puisse capitaliser là-dessus et en faire vraiment un élément fort de son parcours et de son expérience. Par la suite, le profil des participants est capital dans le Corps européen de solidarité et dans beaucoup de projets Erasmus+, puisqu'on est vraiment sur un programme qui prône la tolérance et surtout l'inclusion. Donc, le Corps européen de solidarité, il est ouvert à tous sans aucune distinction. On ne peut pas refuser un participant parce qu'il n'a pas un Master 2, on ne peut pas refuser une fille parce qu'on voulait un garçon. Enfin, tout ça, c'est pas possible. C'est ouvert à tous sans aucune distinction et sans aucun préjugé. Et surtout, sans aucun préjugé financier. Les volontaires ne doivent pas payer pour participer. Tout est couvert, le voyage, les frais, tout est couvert vraiment dans le cadre du projet, dans le budget global. Il faut juste y penser quand on rédige la demande en lien avec son partenaire. C'est vraiment capital. C'est le Corps européen de solidarité, c'est gratuit pour les volontaires. Ils ne doivent absolument rien payer.
Donc voilà, comme je l'ai dit, voilà, l'inclusion, c'est vraiment la clé de réussite du Corps européen de solidarité et Erasmus+. La toute dernière question du formulaire, elle concerne l'intégration des JAMO, c'est les jeunes ayant moins d'opportunités. Donc, en général, cette partie-là, elle fait un peu peur et on se retrouve avec un non catégorique sur l'inclusion de ces jeunes parce qu'on ne se rend pas forcément compte de ce qu'il y a derrière. Cette classification entre guillemets JAMO, elle va concerner des jeunes qui font face à tout type d'obstacles. Ça va être aussi bien des obstacles économiques, sociaux, éducatifs. Donc il faut vraiment prendre en compte l'intégration de ces jeunes. Et en général, quand les évaluateurs reçoivent une demande où la partie JAMO, la réponse c'est non, on n'inclut pas de JAMO, vous allez tout de suite me voir arriver derrière en disant attention, les jeunes ayant moins d'opportunités, il y a plein de types de jeunes, ça peut être des obstacles géographiques, sociaux, donc réfléchissez vraiment à comment inclure ces jeunes dans vos projets parce qu'en fait, cette classification, elle est tellement large qu'il y a forcément moyen de trouver quel type de jeunes, entre guillemets, inclure. Alors, une fois que vous avez rempli tout ça, que tout est fait, que vous nous l'avez envoyé, votre formulaire, il arrive chez nous, donc à Salto Euromed, enfin, chez moi, en fait, très clairement. Et il va être envoyé à 2 évaluateurs qui vont procéder à la lecture, chacun de leur côté. Et ensuite, on va procéder à la consolidation des avis de ces 2 évaluateurs. Il y aura un échange entre les deux pour voir s'ils sont plutôt d'accord, plutôt pas d'accord. Donc, il y aura discussion. Et par la suite, soit votre demande, elle est directement approuvée, soit elle est directement rejetée. Vous recevrez l'information par mail. En général, c'est moi qui ai l'honneur ou pas de transmettre cette information. Et par la suite, si ce n'est pas aussi tranché, moi, je peux revenir vers vous en vous demandant des compléments d'information de tout type. Et donc, je vous les enverrai par mail. C'est aussi également envisageable de faire un entretien par téléphone ou par visioconférence quand on considère que c'est nécessaire d'avoir des compléments d'information. À l'heure actuelle, on n'organise pas de visite sur site, hein, pas encore. On en faisait par le passé, on n'en fait plus. On espère reprendre rapidement. Et l'ensemble du processus, il peut prendre en ce moment 2 à 3 mois, mais ça va vraiment dépendre du nombre de demandes qu'on va recevoir et on essaye de les traiter au maximum au fil de l'eau. Donc, pour plus d'informations, que ce soit sur le Corps européen de solidarité ou sur les autres actions du centre de ressources, comme on travaille également sur Erasmus+, vous pouvez aller sur notre site internet. Vous allez y trouver le guide du Corps européen de solidarité, qui est une très bonne base pour savoir si ça vous intéresse, si votre organisation elle correspond aux critères qui sont encore une fois très larges. Donc, a priori, si vous êtes une organisation qui travaille dans la solidarité, etc., vous devez coller à ce qu'on cherche, a priori. Il y a également l'infokit pour les volontaires qui va permettre de donner toutes les informations qui peuvent être importantes. Et je vous ai également mis mon adresse mail si vous voulez me contacter.